Picture this. Un véhicule est immobilisé en travers d'une route. Hmm. Les feux de détresse ne sont même pas allumés, la tôle est complètement froissée et on sent cette odeur très forte de caoutchouc brûlé. Ouais, la scène post-accident typique, quoi. Exactement. Et autour, quelques personnes se tiennent là, un peu figées, avec leur téléphone à la main. Il y a quelqu'un qui filme, genre presque machinalement. C'est fou comme c'est devenu un réflexe. Grave. Un autre passe un appel, la voix super tremblante. Mais le plus glaçant, c'est que sur le bitume, à quelques mètres de là, il y a quelqu'un qui ne bouge pas. Le silence de la victime au milieu du chaos. C'est ça. Alors oui, l'ambulance a été appelée, le standard a répondu, mais en fait, elle est à 7 minutes. Et c'est exactement là que tout bascule. Ah oui, ces fameuses 7 minutes. Parce que le destin de cette personne sur le sol, il ne va pas se jouer à l'hôpital sous des lumières chirurgicales. Il va se jouer right there, sur ce bitume brut, dans ces 7 minutes cruciales, entre les mains des passants. Exactly. C'est vraiment le moment de vérité absolue. What's fascinating here is que l'on passe un temps infini, que ce soit dans les médias ou les campagnes publiques, à parler de prévention. Ouais, de comment éviter l'accident, de mettre sa ceinture, tout ça. Voilà, et c'est essentiel, bien sûr. Mais la réalité crue, c'est que lorsque l'accident se produit pour de vrai, l'urgence pure exige des actions immédiates. Sur le terrain, au milieu de la panique, le tout premier répondant n'est presque jamais une équipe médicale surentraînée. C'est un citoyen ordinaire. C'est toi, c'est moi, c'est la personne qui allait acheter du pain. Ou le collègue qui rentrait chez lui en écoutant un podcast, quoi. Exactement. Et c'est une réalité qui est un peu terrifiante, mais aussi profondément responsabilisante. Et c'est le cœur de notre deep dive d'aujourd'hui. Une exploration très ciblée d'ailleurs. Oui, exactement. On plonge de manière exclusive dans le chapitre 11 du livre Argar C. Exainik. C'est écrit par Seyed Abdoulhakim. On met délibérément de côté tout le reste du livre pour se focus uniquement sur ces pages. Parce que ce chapitre, c'est pas de la théorie de salon. Mais carrément pas. C'est un manuel de survie pur et dur, écrit pour des situations chaotiques. Notre mission aujourd'hui, c'est de décrypter ce mode d'emploi de ces 7 minutes qui séparent littéralement la vie de la mort. Et pour saisir pleinement l'urgence de ce mode d'emploi, il faut d'abord comprendre un truc que les médecins appellent la golden hour, l'heure d'or. La golden hour, ouais, c'est un terme qu'on entend souvent, mais ça veut dire quoi concrètement ? Ce n'est pas juste une belle expression poétique, c'est une fenêtre biologique ultra stricte. C'est la première heure qui suit un traumatisme physique grave. 60 petites minutes. C'est ça. Et dans cette fenêtre, chaque action, chaque seconde compte double. Le corps humain blessé lutte pour maintenir un équilibre précaire. Genre, il essaye de pas lâcher prise. Voilà. Donc le contrôle des saignements, le maintien des voies respiratoires ouvertes pour l'oxygène, ou le simple fait de garder la personne éveillée, tout ça maintient le système en vie. Si on fait les bons gestes dans cette heure-là, les chances de survie explosent. Parce que chaque minute qui s'écoule sans qu'on fasse rien, c'est une perte littérale à l'échelle cellulaire. Absolument. Chaque minute perdue coûte du sang. Et le sang transporte l'oxygène. Donc ça coûte directement de l'oxygène au cerveau. C'est terrifiant dit comme ça, hein ? C'est la physiologie pure. Le temps devient littéralement du tissu humain vivant qui se dégrade. Mais le paradoxe fascinant que l'auteur soulève, c'est que l'obstacle majeur sur une scène d'accident, ce n'est pas le manque de compresse ou de matériel. C'est pas ça du tout, ouais. C'est pas non plus que les gens sont indifférents ou cruels, non. L'obstacle, c'est la paralysie psychologique. La peur de mal faire. Exactement. La terreur absolue de faire une erreur fatale, de toucher le blessé et d'aggraver son cas. Donc le cerveau disjoncte et les passants se figent. Ok, let's unpack this psychology for a second. Parce que cette paralysie, franchement, on peut tous la comprendre intimement. C'est le syndrome du lapin pris dans les phares, tu vois ? Complètement. C'est un instinct animal. C'est un peu comme voir un énorme tuyau éclater dans le salon d'une maison. L'eau monte à vue d'œil, ça inonde le parquet, la télé, tout. La cata totale. L'instinct humain, face à un truc technique qu'on ne maîtrise pas, c'est souvent d'attendre l'arrivée du plombier. On regarde le désastre s'amplifier, juste par peur de toucher la mauvaise valve et de faire pire. C'est très humain comme réaction. Sauf que, dans la vraie vie, avec un tuyau, on sait très bien qu'on ne reste pas les bras croisés. On met un seau, on attrape des serviettes de bain, on essaie de bloquer l'eau avec les moyens du bord. On bricole une solution. Voilà, on n'est pas plombier, mais on sait viscéralement que faire un geste imparfait, c'est toujours mieux que de laisser la maison être détruite. C'est exactement la bonne perspective. Et le chapitre insiste lourdement sur cette bascule mentale. Une action imparfaite, guidée par le bon sens, vaut infiniment mieux qu'une inaction totale. Parce que l'inaction tue. Ne rien faire, c'est littéralement choisir l'option la plus mortelle. La question centrale, du coup, c'est comment on désactive ce mode panique. The million dollar question. Et la réponse du livre n'est pas juste de dire « calmez-vous les gars ».
parce qu'on sait tous que ça ne marche jamais. Ah, ça à dire à quelqu'un de se calmer, c'est le meilleur moyen de le faire paniquer encore plus. Exactement. La vraie solution, c'est de leur donner un protocole, remplacer l'émotion pure par l'exécution d'une tâche. C'est brillant. Quand ton esprit a une structure claire, une petite liste mentale, ton cerveau reptilien n'a plus besoin de deviner ce qu'il doit faire. Il s'accroche à ce protocole clinique. Et le chapitre 11 fournit justement cette séquence en 8 étapes. Une séquence pensée pour éviter le chaos. Et le plus dingue, c'est que ça commence avant même de s'approcher du blessé. Right. Let's say the crash just happened. On est le premier sur les lieux. L'instinct de héros, c'est de courir direct vers la voiture pour sortir la personne. Mais le texte dit l'inverse. C'est contre-intuitif, oui. Il faut sécuriser l'environnement d'abord. Pourquoi c'est si critique de s'arrêter pour allumer ses propres warnings ou sortir la lampe torche de son téléphone? C'est une perte de temps, non? C'est une illusion d'optique temporelle, ça. Safety first, c'est pas juste un slogan de chantier, c'est la mathématique de la survie. Comment ça? Si tu cours sur une route sombre sans prévenir le trafic qui arrive derrière, tu risques de te faire faucher par un conducteur ébloui ou qui regarde son téléphone. Ah oui, le fameux suraccident. Voilà. Et un suraccident, ça transforme une crise gérable avec une seule victime en une vraie catastrophe avec de multiples blessés, dont toi. On ne peut aider personne si on devient soi-même étalé sur le bitume. C'est la règle numéro 1. Créer un périmètre visible. C'est presque la toute première intervention médicale en soi. Ça a beaucoup de sens. Protéger la zone avant de bosser. Bon, une fois que c'est sécurisé, l'étape 2, c'est d'appeler les secours. Le livre mentionne le 112 ou le 108 en Inde. Oui, les numéros d'urgence classiques. Mais ici, il y a un point psychologique que je trouve juste incroyable. Le livre dit qu'il ne faut surtout pas crier « quelqu'un doit appeler une ambulance ». Surtout pas. C'est le piège classique de ce qu'on appelle le bystander effect. L'effet de témoin. Ah, ce biais psychologique terrible. Exactement. Si tu lances un appel à l'aide générale dans une foule de 10 personnes, chaque cerveau va diluer sa propre responsabilité. Genre chacun se dit que le voisin va le faire. C'est ça. Quelqu'un d'autre a sûrement appelé ou ce mec en costume a l'air plus responsable que moi. Résultat net, personne n'appelle. Et le standard des pompiers reste silencieux pendant que les minutes s'envolent. C'est effrayant. Alors comment on court-circuite ça? Par la désignation autoritaire. Tu ne parles pas à la foule, tu parles à un individu précis. Tu le pointes du doigt. Tu le pointes du doigt, tu le regardes droit dans les yeux et tu donnes un ordre simple. Toi, avec la veste rouge, appelle le 112, tout de suite, et reviens me dire quand c'est fait. Waouh. Ça écrase le bystander effect instantanément. La personne ne peut plus se cacher. Elle a une mission individuelle et crois-moi, elle va l'exécuter. C'est hyper puissant. Bon, le périmètre est safe, l'ambulance est en route. L'étape suivante, l'étape 3, c'est l'approche physique de la victime. Et là, je dois jouer l'avocat du diable. Je t'écoute. Le livre insiste lourdement sur le fait de ne pas déplacer la personne blessée. Sauf s'il y a le feu, évidemment. Mais dans tous les films d'action, le héros soulève le blessé dans ses bras, le met sur la banquette arrière et fonce à l'hôpital. Ah, le fameux mythe d'Hollywood. Et c'est l'image même du sauvetage dans la pop culture. Il faut y connecter to the bigger picture. La réalité médicale est radicalement différente. Les films ont tout faux. C'est pour ça que la médecine d'urgence est si intraitable sur l'immobilité. Pourquoi c'est si grave de les bouger? Pense à la cinétique d'un choc. Quand un corps tape violemment un pare-brise, ou le sol, la colonne vertébrale encaisse des forces extrêmes. Les vertèbres cervicales sont ultra vulnérables. Le coup, quoi. Oui. Imaginons la moelle épinière comme un câble de fibre optique super fragile. C'est lui qui transmet tous les signaux du cerveau au reste du corps. Un câble qui ne tolère aucune torsion. Exactement. Après l'impact, une vertèbre peut être fracturée, mais rester alignée. Tant que la personne est allongée par terre, le câble est intact. Ok, je vois le truc venir. Si toi, avec les meilleures intentions du monde, tu soulèves la victime par les épaules pour la mettre dans ta voiture, ce mouvement va faire glisser la vertèbre cassée. Oh mon Dieu. C'est comme une guillotine microscopique. Tu viens de sectionner la moelle épinière. C'est glaçant. Une blessure qui aurait demandé 3 mois de corset se transforme en paralysie à vie. En une fraction de seconde. Donc, sauf feu ou noyade, la règle d'or, c'est on amène l'aide à la victime, on n'amène pas la victime à l'aide. Remplacer l'instinct hollywoodien par la vraie connaissance, c'est vital. Ok, donc on ne la bouge pas, mais l'étape 4, c'est les saignements. On ne peut pas juste regarder quelqu'un saigner. Bien sûr que non. L'hémorragie, il faut l'arrêter. Mon instinct, si je vois une grosse plaie, c'est de prendre une chemise, d'appuyer fort, mais au bout de 30 secondes, je vais soulever un peu le tissu pour voir si ça a arrêté de saigner. On fait tout ça avec une coupure au doigt. C'est l'erreur classique par excellence. Et sur une grosse hémorragie, c'est une erreur dévastatrice.
Le livre est catégorique. On applique une pression ferme, oui, mais on ne soulève jamais le tissu. Jamais. Mais attends, comment savoir si ça marche si je ne regarde pas? Il faut comprendre la mécanique microscopique du sang. Quand tu appuies, ton corps déclenche la coagulation. Il fabrique un réseau de plaquettes. Une sorte de filet de pêche. C'est ça. Un filet microscopique qui essaye de boucher le trou. Mais c'est fragile. Si tu soulèves ton tissu imbibé de sang pour vérifier, J'arrache le filet. tu arraches littéralement le pansement biologique que le corps était en train de construire. Tu remets le compteur à zéro, le sang se remet à gicler et la victime se rapproche de l'état de choc. C'est tellement logique quand on explique le pourquoi. Alors, on fait quoi si le tissu est complètement trempé de sang? La méthode de Seyed Abdul Hakim est simple. Tu prends un deuxième tissu, tu le mets par-dessus le premier et tu appuies encore plus fort. On empile, on ne retire jamais. On empile, on ne retire jamais. C'est super clair. Et pendant qu'on fait cette pression physique, l'étape 5 parle de la conscience. Que faire si la victime panique? On lui donne des petites claques? Surtout pas de gestes brusques. L'action recommandée est d'une simplicité dingue. Parler. Juste utiliser sa voix. Juste parler. Ça semble léger face à un accident de la route? Tu t'agenouilles près de son visage et avec une voix très calme, tu dis « Je suis là, je m'appelle Antel, ne bouge pas ». Ça a un vrai impact médical. Totalement. Physiologiquement, une voix humaine calme agit sur le système nerveux sympathique. Ça fait baisser le rythme cardiaque, ça raccroche la personne à la réalité et ça freine la chute dans l'état de choc psychologique. C'est un filin de sécurité jeté dans les ténèbres. Mais, étape 6, pendant qu'on gère ça, il y a un problème classique. Les badauds. Ah, la gestion de la foule, oui. La nature humaine est curieuse. Les gens s'agglutinent. Comment une seule personne peut gérer une foule? C'est critique, parce qu'une foule dense autour d'un blessé, ça crée deux problèmes. Un, ça bloque l'air frais, la victime étouffe. Et 2, ça bloque l'accès pour les pompiers qui vont arriver. Exactement. Le premier répondant doit assumer une autorité temporaire, sans être agressif, mais avec une fermeté totale. Il faut ordonner aux curieux de reculer de 3 mètres. Il faut que la zone respire. C'est seulement après avoir fait tout ça qu'on arrive à l'étape 7, la documentation. Parce qu'on voit tellement de gens dégainer le smartphone tout de suite. La chronologie est non négociable. Le texte dit que les photos pour l'assurance ou la police sont utiles. Oui, mais uniquement après avoir stabilisé la victime. La vie humaine avant la paperasse. Toujours. Et la dernière étape, la 8, c'est l'arrivée de l'ambulance. Il faut coopérer et donner un compte-rendu honnête et rapide au médecin. Here's where it gets really interesting. Parce que depuis tout à l'heure, on se place du point de vue du bon samaritain, le passant qui arrive après. Ouais, le témoin extérieur. Mais la section 3 du chapitre aborde l'autre côté du miroir. La dynamique change totalement si c'est toi qui as causé l'accident. Que dit le livre sur le conducteur responsable? Seyed Abdul Hakim est inflexible là-dessus. Si tu es responsable, il y a une seule règle. Tu ne fuis jamais. Le délit de fuite, c'est l'effondrement moral ultime. Même si l'instinct reptilien hurle de s'enfuir à cause de la panique. Oui. L'adrénaline te pousse à la fuite. Mais céder à ça transforme une erreur fatale en un acte de destruction délibéré. Il faut s'arrêter, sécuriser, appeler les secours et assumer. C'est fascinant parce que la responsabilité ne s'arrête pas au moment où le pare-choc tape. En fait, l'épreuve de caractère commence à la milliseconde suivante. C'est exactement ça. C'est un peu comme si tu grimpais une montagne en cordée avec un ami. Par maladresse, tu fais un faux mouvement et il glisse, il se retrouve suspendu dans le vide. Tragique en somme. Voilà, l'accident initial, c'est ta faute, mais c'est un accident. Par contre, si tu sors un couteau, que tu coupes la corde pour sauver ta peau et que tu le laisses tomber, là, c'est plus un accident. C'est un choix. C'est un choix impardonnable. L'impact en voiture, c'est la glissade. Mais fuir la scène, c'est couper la corde de survie. L'analogie est parfaite. En fuyant, tu prives les médecins d'infos sur la vitesse du choc et tu laisses quelqu'un agoniser. Et si c'est l'inverse? Si on est la victime au sol? Le livre est super intéressant là-dessus aussi. Si la victime est consciente, c'est à elle de diriger ses propres secouristes, paradoxalement. Comment ça? Si elle sent la moindre gêne au cou, elle doit le dire fort. « J'ai mal au dos, je vous interdis de me bouger ». Et elle doit utiliser son souffle pour donner des infos clés. Allergie, problème cardiaque. Se battre pour sa survie par la parole, quoi. Oui. Et le livre rappelle un droit fondamental. La victime a droit aux soins d'urgence immédiats. Ça prévaut sur n'importe quel interrogatoire de police. Ce qui fait une transition parfaite vers la section 4, parce qu'on peut connaître la théorie du sang et des vertèbres, la vraie raison pour laquelle les gens hésitent à aider, c'est le système. Le poids de l'administration, la peur de la police. Exactement.
La peur d'être interrogé pendant des heures au commissariat. La peur de devoir payer la facture de l'hôpital du blessé juste parce qu'on l'a amené. Comment le livre traite ce mur de l'angoisse? Il s'y attaque frontalement avec le concept du bouclier légal. Il analyse la loi du bon samaritain en prenant le contexte de l'Inde, le Motor Vehicles Amendment Act. C'est une loi spécifique pour les aidants. Absolument. Elle a été créée pour pulvériser cette peur. La loi dit clairement qu'un citoyen qui aide une victime ne peut pas être détenu à l'hôpital. Il ne peut pas être harcelé par la police. Il peut même rester anonyme. S'il le souhaite, oui. Et il ne peut pas être forcé d'aller témoigner au tribunal s'il ne veut pas. C'est une garantie institutionnelle pour encourager l'action pure. En gros, la loi te dit « Sois un bon être humain, on ne se retournera pas contre toi ». C'est ça. Et pour les hôpitaux, qu'ils soient publics ou des cliniques privées hors de prix, ils ont l'obligation stricte de traiter les urgences traumatiques immédiatement. Sans demander d'argent d'abord. Interdiction totale d'exiger un dépôt d'argent ou d'attendre un rapport de police pour stopper une hémorragie. La vie prime sur la bureaucratie. Ça enlève un poids monumental pour le passant. Mais au-delà de la loi, le chapitre parle aussi d'une préparation technologique. Un truc qui prend genre 2 minutes. Oui, le concept du ICO, In Case of Emergency, la préparation numérique. Et ça consiste en quoi, Sam? Tous nos smartphones ont une fonction fiche médicale ou Medical ID. L'auteur supplie les lecteurs de la remplir. Groupe sanguin, allergies, médicaments et contacts d'urgence. L'astuce vitale, c'est que c'est accessible depuis l'écran verrouillé. Exactement. Le secouriste n'a pas besoin de ton code PIN. C'est d'une simplicité folle. C'est comme mettre une grosse étiquette d'identification sur sa valise à l'aéroport. C'est un peu chiant à faire sur le coup, mais tellement utile. Voilà, ça prend 2 secondes au comptoir, mais si la valise se perd à l'autre bout du monde, c'est le seul fil d'Ariane. Sur la route, si tu perds connaissance, ce petit carré lumineux dans ta poche devient ta seule voie. C'est la prise de responsabilité ultime. Tu prends 2 minutes aujourd'hui sur ton canapé pour préparer le terrain le jour où tu ne pourras plus parler sur l'asphalte. So what does this all mean? Si on prend un peu de recul pour synthétiser tout ça, on réalise l'immense pouvoir de vie ou de mort qu'on a entre nos mains. Le pouvoir de nos 7 minutes. Exactement. Le message de Sayed Abdulhakim n'est pas un banal appel à la prudence routière, c'est un appel à l'action. Sur nos routes, la première ligne de défense de l'humanité, c'est pas le chirurgien, c'est le citoyen ordinaire. C'est chacun d'entre nous. Comprendre la moelle épinière, utiliser la pression superposée pour le sang, pointer quelqu'un du doigt pour briser le bystander effect, ou configurer son téléphone. Ce sont des vraies techniques médicales adaptées pour nous tous. This raises an important question. Et c'est peut-être la réflexion la plus profonde qu'on puisse tirer de ce livre. On a parlé de technologie, de nos téléphones. Ouais. On vit dans un monde où nos machines sont parfaitement codées pour afficher instantanément notre groupe sanguin et appeler nos proches en cas de crise. Le système d'exploitation du téléphone est optimisé pour l'urgence. Sans aucune hésitation. Mais nous, les humains de l'autre côté de l'écran, face au sang et au drame, nos propres réflexes sont bourrés de bugs. On est freiné par la peur, paralysé par l'angoisse de faire une erreur. Le contraste est fou. La machine est prête, mais l'opérateur humain bug. Voilà. Et la provocation du livre, elle est là. Et si on devait, nous aussi, faire une véritable mise à jour de notre propre système d'exploitation mentale? Reprogrammer notre cerveau. Et si on décidait de reprogrammer nos biais pour que notre instinct de protection devienne aussi automatique et infaillible que la technologie dans notre poche? Mettre à jour notre propre OS mental. C'est une perspective incroyable pour clôturer. Parce que quand la tragédie frappe, les mathématiques sont cruelles. L'ambulance sera toujours à 7 minutes. Et l'horloge cellulaire de la Golden Hour ne s'arrêtera pour personne. C'est à chacun de nous de décider de ce qu'il fera de ces 7 minutes.